Lorsque sa belle-mère a développé une maladie du foie, la belle-fille a volontairement donné une partie de son propre foie. Pourtant, après l'opération, personne ne s'est occupé du lit d'hôpital de la belle-fille. Son mari Michio passait toute la journée dans la chambre de sa mère. Ce n'est que le soir que Michio rendait visite à sa femme. Il s'est avéré que Michio souhaitait simplement partager son lit avec elle, sans se soucier de sa blessure non cicatrisée. Akemi, souffrant atrocement de sa blessure, a refusé à contre-cœur la demande de son mari. Le jour de sa sortie de l'hôpital, Michio et sa sœur ont tous deux invoqué des obligations professionnelles pour éviter d'aller chercher Akemi. Laissée seule, elle a traîné ses bagages jusqu'à la maison. La blessure d'Akemi n'était pas complètement guérie, ce qui lui causait des douleurs intermittentes. Malgré cela, elle a persévéré et a préparé un repas complet en attendant le retour de son mari. Mais Akemi n'a pas accueilli son mari, elle a plutôt dû faire face aux demandes de divorce de sa belle-mère et de sa belle-sœur. La belle-mère a insisté pour qu'Akemi signe les papiers du divorce, invoquant son refus d'avoir des relations conjugales. Akemi expliqua immédiatement qu'elle venait de subir une opération du foie et que sa blessure n'était pas encore guérie. Elle souhaitait clarifier les choses avec son mari en face à face. Sa belle-mère lui répondit que son fils était déjà parti en voyage d'affaires aux États-Unis. Ainsi, sans même voir son mari, Akemi accepta sans le savoir le divorce. Elle aurait voulu demander directement à son mari qui avait été à l'origine du divorce. Le cœur brisé, Akemi a cherché à clarifier les choses avec sa belle-mère et sa belle-sœur, dans l'espoir d'annuler le divorce. Bravant la pluie battante, elle est arrivée chez sa belle-mère. Mais elle a entendu à travers la fente de la porte qu'elle n'était qu'un pion dans le jeu de la greffe du foie. Akemi a vu un inconnu assis à la table à manger. Puis elle a entendu les pleurs d'un bébé. Il s'est avéré que la femme qui tenait l'enfant était la véritable belle-fille de la famille. Leur seul but en approchant Akemi était d'obtenir une greffe de foie pour la belle-mère. Elle n'aurait jamais imaginé avoir été trompée par son mari, sa belle-mère et sa belle-sœur, qui avaient comploté ensemble. Pourtant, Akemi aspirait toujours à confronter Michio directement et à lui demander si tout cela était vrai. Mais Michio était parti pour les États-Unis. Akemi passa d'innombrables appels, tous sans réponse. Un an auparavant, la mère d'Akemi était en train de mourir d'un cancer. Plongée dans le chagrin, elle rencontra Michio. Ils firent rapidement connaissance et tombèrent amoureux. Lorsque sa mère est décédée, Michio a promis de prendre soin d'Akemi pour le reste de sa vie. En entendant sa promesse, sa mère a trouvé la paix dans ses derniers instants. C'est précisément cette promesse qui a conduit Akemi à croire qu'elle avait trouvé un homme digne de son engagement à vie. Peu après leur mariage, la mère de Michio a été hospitalisée pour une maladie du foie, nécessitant une greffe pour survivre. Ayant récemment enduré la douleur de perdre un être cher, Akemi a volontairement proposé de donner une partie de son foie à sa belle-mère. Contre toute attente, le foie d'Akemi s'est avéré parfaitement compatible avec celui de sa belle-mère. Il s'est avéré que la famille de Michio avait tout arrangé à l'avance. Le jour de la greffe, un accouchement avait lieu dans la salle d'opération voisine. Akemi a sacrifié une partie de son foie pour sauver la vie de sa belle-mère, pour être ensuite abandonnée sans ménagement. Mais le destin lui a réservé un coup encore plus cruel. Après avoir été rejetée, Akemi a découvert qu'elle était enceinte. Elle a choisi de donner naissance à son enfant et de l'élever seule. Elle travaillait à temps partiel pour gagner de l'argent tout en envoyant son enfant à l'école. Incapable de payer son loyer, Akemi a été expulsée par son propriétaire. Debout sur le pont, elle s'apprêtait à sauter. Les pleurs du nourrisson ont interrompu ses pensées. À ce moment-là, Akemi a rencontré une bienfaitrice dans sa vie. La tante qui vendait des fleurs l'a accueillie avec son enfant et les a laissés vivre dans la boutique. Aujourd'hui, Akemi travaille avec acharnement pour rembourser sa dette à la tante. 5 années ont passé en un clin d'œil. Akemi était sortie de l'obscurité dans laquelle elle vivait, et avait commencé un nouveau chapitre de sa vie avec son fils. Un jour, dans la rue, son fils a failli être renversé par une voiture. La femme qui est sortie du véhicule n'était autre que la femme de Michio. Qui aurait cru qu'il se reverrait après 5 ans? Puis Michio est sorti de la voiture, face à la femme qui avait donné son foie à sa mère. Michio n'a pas prononcé un seul mot de remerciement. Au lieu de cela, il vérifia si sa voiture avait été rayée. Pendant 5 ans, Akemi n'avait jamais perdu espoir. Elle voulait toujours demander à Michio si elle n'avait été qu'un simple outil. Michio passa l'enregistrement de l'époque. Akemi avait donné son foie à sa mère uniquement comme une ressource. Il s'avéra que Michio avait approché Akemi dès le début uniquement pour sauver la vie de sa mère. Il n'avait jamais aimé Akemi. La sucette que son fils venait d'acheter fut écrasée sous une roue de voiture. À partir de ce moment, Akemi abandonna enfin son obsession et décida de se venger. Elle brûla les photos qu'elle avait conservées pendant 5 ans, jurant de faire payer ceux qui lui avaient fait du mal, y compris Michio, sa femme, sa belle-mère et sa belle-sœur. Akemi suivit du doigt la cicatrice sur son abdomen et se maquilla avec soin. Son chemin vers la vengeance avait officiellement commencé. Apprenant que sa belle-sœur allait bientôt se marier, Akemi décida de frapper la première. Ce Kuya était le fiancé de sa belle-sœur. Akemi échangea quelques mots avec lui, se contentant de le regarder longuement dans les yeux avant de partir, car elle savait que Kuya viendrait bientôt la chercher. Elle glissa secrètement une carte dans le bouquet que Kuya avait acheté. Puis, feignant l'ignorance, elle lui demanda si c'était pour sa petite amie. Mais Kuya ne l'admit jamais, même lorsqu'il partit. Lorsqu'Akiko reçut le bouquet, elle découvrit la carte à l'intérieur. Elle déclarait hardiment « Je t'aime bien ». Akiko supposa qu'il s'agissait d'une déclaration d'amour de son fiancé. Mais Kuya croyait que c'était Akemi qui lui avait écrit. De retour chez elle, Akiko se vanta immédiatement auprès de sa famille de la beauté des fleurs que son fiancé lui avait envoyées. Elle prit même des photos et les publia sur ses comptes de réseaux sociaux. À son insu, Kuya se tenait juste devant la boutique du fleuriste.
désespérée de confirmer le contenu de la note. Akemi, quant à elle, observait chacun de leurs mouvements. Elle avait accepté l'invitation de Kuya à prendre un verre. Mais lorsque Kuya entra dans la boutique, il vit Akemi se faire aborder par un homme. En réalité, Akemi avait orchestré toute la scène. Banri était son entraîneur personnel à la salle de sport. Avec un peu de manipulation, il l'avait recherché avec empressement. En même temps, Banri servait d'instrument de vengeance à Akemi. Il était l'amant secret de Tomomi, la femme de Nishio. Banri exprima son désir d'acheter une nouvelle tenue. Tomomi lui assura qu'elle lui transférerait immédiatement les fonds. Mais dès qu'il eut le dos tourné, Banri envoya à Akemi une invitation à sortir. Ce soir-là, Akemi revêtit une fois de plus une robe de soirée séduisante. Kuya, le cœur battant, ne put s'empêcher de lui demander si le message était destiné à lui. Akemi répondit « Que ferais-tu si je te disais oui ?» Il ignora complètement l'appel de sa fiancée. Kuya collectionnait les insectes. Alors Akemi prétendit partager ce passe-temps. Au moment où il était le plus captivé, Akemi se retourna brusquement et partit. À ce moment-là, Kuya était complètement sous son charme. Ce n'est qu'après le départ d'Akemi qu'il répondit à l'appel de sa fiancée. Akiko le pressa de faire sa demande en mariage lors de la réunion du lendemain. Bien qu'il se montrait docile en apparence, il ressentait une étrange aversion envers sa fiancée. Sur le chemin de la réunion le lendemain, Akiko exigea que Kuya se débarrasse des insectes. Elle ne voulait certainement pas vivre avec de telles choses. Comparée à la nature compréhensive d'Akemi, sa fiancée lui semblait d'autant plus répugnante. Akiko avait convoqué ses parents et amis, souhaitant que son fiancé fasse sa demande en public. Mais juste au moment où Kuya s'apprêtait à parler, Akemi passa soudainement devant eux. Un parapluie à la main, son regard fut instantanément attiré par elle. Au moment où Akemi tourna la tête, un seul regard suffit à Kuya pour prendre sa décision. Il se mit immédiatement à la poursuite d'Akemi. Pendant ce temps, Akiko était devenue la risée de la réunion. En voyant l'appel de Kuya, Akemi comprit qu'Akiko devait souffrir. Ce jour-là, Tomomi se rendit à la salle de sport pour retrouver son amant secret. Au lieu de cela, elle le découvrit enlacé à une autre femme. Mais lorsqu'elle reconnut le visage de cette femme, un frisson lui parcourut l'échine. C'était l'ex-femme de son mari. Akemi abandonna toute prétention et l'observa avec un air amusé. Peu de temps auparavant, Nishio s'était rendu à la boutique de fleurs d'Akemi, prétendant venir acheter des fleurs pour sa mère. Mais il n'avait cessé d'évoquer des questions liées au foie. Akemi se souvint instantanément du prix qu'elle avait payé 5 ans auparavant, la blessure lui faisant mal de manière insupportable. Voir le bouquet que Nishio avait choisi ne fit que renforcer son sentiment d'ironie. C'était la crête de coq qu'il avait utilisée pour la demander en mariage à l'époque, symbolisant un amour sincère. Maintenant, Nishio avait l'intention de l'utiliser simplement comme décoration de bureau. Akemi emballait rapidement le bouquet. Ce n'était pas le moment idéal pour se venger de Nishio. Pourtant, Nishio n'avait pas l'intention de la laisser s'en tirer. Le propriétaire ignorait toujours leur relation. Mais il voyait bien qu'Akemi était dans un état pitoyable. Il décida silencieusement de ne plus jamais laisser Nishio faire du mal à Akemi. De retour à son bureau, Nishio ressentit une grande satisfaction en repensant à l'attitude d'Akemi. Après leur rencontre inattendue, il avait immédiatement envoyé des gens enquêter discrètement. Non seulement il avait découvert où habitait Akemi, mais il avait également appris qu'elle complotait pour se venger de sa famille. Akemi ne pouvait pas comprendre les véritables motivations de Nishio, mais elle n'allait pas renoncer à sa quête de vengeance. Elle allait ensuite ruiner la réputation de Tomomi. Sachant que Banri était désormais la personne la plus importante dans la vie de Tomomi, sa première décision fut de le lui enlever. Elle se rapprocha délibérément de Banri devant Tomomi. Non seulement pour que Tomomi sente que son bien-aimé lui était progressivement enlevé, mais aussi pour voir l'autre dans un état de confusion. Comme elle l'avait prévu, Tomomi vint bientôt la chercher. Elle voulait savoir pourquoi Akemi était là. Voir Tomomi dans un état de confusion procura une immense satisfaction à Akemi. Tomomi, quant à elle, était complètement déstabilisée par la présence d'Akemi. Elle voulait désespérément connaître la nature de la relation entre Akemi et Banri. Banri ne pouvait que feindre la perplexité, expliquant qu'Akemi venait tout juste d'arriver à la boutique. Il ne voulait certainement pas perdre sa source de revenus à cause d'Akemi. Mais la réaction de Tomomi le rendait tout de même méfiant. Il commença à soupçonner Akemi de l'avoir délibérément approché. Alors qu'il venait de réussir à apaiser Tomomi, il reçut un message d'Akemi acceptant un rendez-vous. Soudain, un plan se forma dans son esprit. De retour chez le fleuriste, Akemi découvrit que son propriétaire était également présent. Ces derniers jours, il avait tenu compagnie à son fils, gagnant peu à peu son affection. Son humour lui avait apporté un sentiment de joie longtemps oublié. Mais l'appel de Kuya vint perturber sa tranquillité. Depuis qu'il avait perturbé le mariage d'Akiko, il la harcelait sans relâche. Dernièrement, elle l'avait évité autant que possible. Mais elle n'avait pas prévu qu'Akiko, aidée par sa belle-mère vicieuse, se remettrait si rapidement de sa situation difficile. Exploitant la fierté de Kuya, elle feignait la vulnérabilité en public. Son dédain persistant l'avait finalement conduit à se réconcilier. À présent, vêtue d'une tenue innocente, Akemi arriva au lieu de rendez-vous avec Banri. Elle avait l'intention de faire goûter à Tomomi l'agonie de perdre un amant. Sachant que Banri préférait les filles au cœur pur, Akemi conserva un air innocent tout au long de la rencontre. Au moment où les émotions de Banri atteignirent leur paroxysme, elle prétendit que le commerçant avait besoin d'elle de toute urgence. En réalité, elle observait la réaction de Banri. Banri proposa immédiatement de raccompagner Akemi chez elle. Après quelques refus hésitants, Akemi accepta. Leurs moindres faits et gestes étaient surveillés par les hommes de Nishio. En passant devant le fleuriste, Banri ne s'arrêta pas, mais accéléra en direction de la banlieue. Akemi commença à perdre son sang-froid. Incertaine des intentions de Banri,
Elle prétendit qu'une affaire urgente l'obligeait à retourner à la boutique. Mais Banri ne la laissa pas partir aussi facilement. Il dit à Akemi qu'il se moquait de Tomomi. Akemi fut immédiatement prise de sueur froide. Avait-elle déjà été démasquée? Elle voulait savoir ce que Tomomi avait dit. Mais Banri commença à la toucher. Pendant ce temps, le propriétaire et le fleuriste s'inquiétaient de plus en plus. C'était l'heure d'aller chercher les enfants. Mais Akemi n'était toujours pas revenue. Elle ne répondait pas au téléphone, ce qui les inquiétait profondément. Soudain, le propriétaire se souvint avoir vu quelqu'un ressemblant à Akemi dans la voiture qui était passée devant le fleuriste un peu plus tôt. Il partit immédiatement à vélo pour la chercher. Pendant ce temps, Michio fixait les fleurs achetées et les saisissait violemment. Le piétinement brutal des fleurs semblait présager le destin tragique d'Akemi. Akemi ne s'était pas attendue à être presque souillée par Banri. Saisissant sa chance, elle s'était échappée, juste au moment où Banri s'apprêtait à la saisir à nouveau. Le propriétaire était apparu à ce moment critique et l'avait sauvée. Face à l'inquiétude du propriétaire, elle semblait profondément troublée. Akemi ne voulait pas que des personnes sans importance soient impliquées. Mais elle ne savait pas que le propriétaire deviendrait l'arme de vengeance la plus puissante. Se souvenant de la terreur qu'elle avait ressentie lorsqu'elle était immobilisée sous Banri, elle éprouvait un immense regret. Elle avait décidé depuis longtemps de descendre en enfer. Mais elle avait hésité au moment crucial. Pour expier son erreur passée, Akemi s'était rapprochée de Banri. Non seulement elle était devenue plus proactive, mais elle avait saisi l'occasion de lui avouer ses sentiments. Elle avait prétendu être partie parce qu'elle avait entendu dire que Tomomi avait peur. Après tout, Tomomi l'avait récemment réprimandé. La déclaration soudaine d'Akemi laissa Banri perdu dans ses pensées. Même lorsqu'il accompagnait Tomomi, son esprit vagabondait ailleurs. Tomomi supposa que la distraction de Banri venait de leur relation non reconnue, et l'exhorta à prendre son temps. Banri se demanda si Michio n'était pas du tout en colère. À sa grande surprise, Tomomi affirma que Michio ne l'avait jamais vraiment aimé. Voyant que Banri était toujours distrait, elle fit semblant de ne pas payer le téléphone portable. Banri se ragaillardit enfin, déclarant qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Tomomi s'illumina à ces mots, sans se douter que Banri avait l'esprit ailleurs. Pendant qu'Akemi était au travail, le gérant du magasin lui demanda soudainement de livrer des fleurs à un client, prétextant qu'elles étaient destinées à une fête de fiançailles. Mais lorsqu'Akemi se précipita à l'hôtel, elle entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Il s'avéra que Michio avait vu des photos d'Akemi en train de contacter Kuya et avait déjà deviné son plan de vengeance. Aujourd'hui était justement le jour des fiançailles de Kuya et de sa sœur. La commande du bouquet avait pour but précis de montrer à Akemi que tous ses efforts étaient vains. Kuya faisait déjà les 100 pas. Agité, il ne s'attendait pas à rencontrer Akemi en une telle occasion. En voyant tout le monde si serein, Akemi sentit soudainement une douleur insupportable dans son abdomen. Alors qu'elle s'apprêtait à partir précipitamment, Michio se précipita à sa suite. Elle n'aurait jamais imaginé que Michio avait découvert tout son plan. Son seul espoir reposait désormais sur le vieil homme qu'elle avait sauvé quelques jours auparavant. En signe de gratitude pour lui avoir sauvé la vie, il avait juré de l'aider à se venger. Non seulement il avait mené une enquête privée sur la famille de Michio, mais il avait déjà élaboré un plan. Il avait remarqué que la mère de Michio ressemblait étrangement à son premier amour et avait l'intention d'exploiter ce lien. Bien qu'Akemi ait résisté à l'idée d'impliquer le vieil homme, ses supplications persistantes finirent par la convaincre d'accepter son aide. À ce moment-là, Kuya l'appela. Encouragée par l'homme, elle appuya sur le bouton pour répondre. Cette fois, elle ne s'enfuirait pas, même si cela signifiait plonger dans l'abîme. La famille Michio en paierait le prix. Kuya lui demanda de le rencontrer le lendemain. Sans hésiter, elle accepta. Elle se demanda comment Kuya allait expliquer les choses. Elle se demanda également si, même si Michio découvrait son plan, il pourrait vraiment l'empêcher de se venger si elle était prête à tout pour y parvenir. De retour à la boutique, le propriétaire s'approcha à nouveau d'elle, se souvenant de l'incident précédent. Elle se sentait mal à l'aise à l'idée de lui faire face. Le gérant intervint pour apaiser la situation, suggérant d'emmener les enfants au parc. Après tout, elle ne voulait pas qu'Akemi soit consumée par la douleur de la vengeance. En voyant le propriétaire et les enfants ensemble dans une telle harmonie joyeuse, elle ressentit soudainement une vague de chaleur. Pendant une pause, elle s'excusa pour l'incident précédent. Mais contre toute attente, le propriétaire lui proposa à nouveau son aide. Cependant, elle ne voulait vraiment pas qu'il s'implique et refusa une nouvelle fois. À sa grande surprise, il lui avoua soudainement ses sentiments. Tomomi se rendit à la salle de sport pour retrouver Banri. Mais Banri voulait rompre avec elle. Il lui dit qu'il avait déjà quelqu'un qu'il aimait. Apprenant que cette personne était Akemi, elle ne put l'accepter. Une idiote à qui elle et son mari avaient comploté pour voler son foie osait lui voler son amour. Après qu'Akemi ait été chassée il y a toutes ces années, elle remarqua que Michio avait changé, bien qu'il fût toujours affectueux envers elle en apparence. En réalité, il ne l'avait pas touchée une seule fois pendant toutes ces années. Elle déversa donc tous ses sentiments sur Banri. Et maintenant, Banri lui avait été enlevé par Akemi. Comment pouvait-elle ne pas ressentir de haine? En réalité, Akemi avait été témoin de toute la scène. Akemi était fondamentalement une personne au grand cœur. Même sa vengeance n'était qu'un œil pour un œil. Ce n'est qu'après avoir découvert les actions de l'autre qu'elle réalisa que ses propres pensées avaient été complètement ridicules. Le propriétaire, incapable de supporter le coup porté à la réputation de sa boutique de fleurs, tomba malade et se mit au lit. Cela laissa Akemi non seulement pleine de remords, mais aussi d'une rage écrasante envers Tomomi. Pour rouvrir la boutique, elle déchira personnellement chaque morceau de cette affiche honteuse. La contre-attaque de Tomomi la prit au dépourvu. Elle n'aurait jamais imaginé que Tomomi s'en prendrait à Banri. Tomomi avait non seulement calomnié Banri en l'accusant d'abuser de sa position pour faire des avances inappropriées aux stagiaires,
Mais elle avait également utilisé ses relations familiales pour faire pression sur la salle de sport. Banri était ainsi devenu un pion sacrificiel dans sa quête de vengeance. Akemi réalisa alors qu'elle n'avait ni le pouvoir ni l'influence nécessaires pour leur tenir tête. Elle devait acquérir la force nécessaire pour les affronter. C'est alors que le propriétaire fit une apparition inattendue. Akemi connaissait les sentiments du propriétaire à son égard, et avait déjà fantasmé sur la possibilité de vivre avec lui. Sa compagnie ces derniers jours avait en effet fait battre son cœur, mais il était désormais trop tard pour faire marche arrière. Elle avoua donc tout au propriétaire. Ce soir-là, Akemi envoya un SMS à Kuya pour lui donner rendez-vous à l'hôtel le lendemain. Peu de temps auparavant, Kuya lui avait rendu visite à la boutique de fleurs. C'est alors seulement qu'Akemi comprit que Kuya venait lui aussi d'une famille influente. Son mariage avec Akiko était une alliance forcée. Au départ, touchée par l'affection sincère de Kuya, elle avait éprouvé un élan de compassion. Mais maintenant, il était l'instrument parfait pour sa vengeance. Pendant ce temps, le plan de l'homme plus âgé progressait sans encombre. La mère de Michio était professeure de danse. Kazuya l'avait abordé en s'inscrivant à ses cours. Puis, avec des avances mesurées, il l'avait attiré petit à petit dans le piège qu'il lui avait tendu. Ce soir-là, le propriétaire quittait l'hôtel après une réunion d'affaires lorsqu'il aperçut Akemi de manière inattendue. En s'approchant, il vit qu'Akemi avait le bras passé sous celui de Kuya. Il eut l'impression qu'il allait se briser en 1000 morceaux. Akemi non plus ne s'attendait pas à le voir ici. Mais elle avait déjà fait son choix. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Akemi réappliqua son rouge à lèvres vif. Elle devait admettre qu'elle avait hésité un instant. Mais alors qu'elle se déshabillait et touchait la cicatrice en forme de Mercedes sur son abdomen, et se souvenait de la trahison d'avoir été trompée pour se marier et s'être fait voler son foie, il ne lui restait plus qu'une haine sans limite pour cette famille. Si cela signifiait que ces personnes recevraient leur juste punition, que ce soit en étant vilipendées par tous ou en sombrant dans la ruine totale, elle était prête à franchir ce pas. Le propriétaire revint dans un état second. Il n'avait pas imaginé qu'Akemi irait aussi loin pour se venger. Pendant ce temps, la nouvelle de la relation entre Akemi et Kuya parvint aux oreilles de Michio. Cela lui assurait non seulement le contrôle de l'influence de la famille Kuya, mais privait également Akiko de son bonheur. Peu après, Akiko reçut un appel de Kuya lui annonçant leur rupture. Au début, elle crut qu'il plaisantait, mais lorsque l'appel prit fin brusquement, elle comprit que tout était vrai. Elle se précipita à l'entreprise pour exiger une explication. Mais la réponse de Kuya la plongea dans un abîme glacial. Au départ, il avait cherché à sauver les apparences, se contentant de déclarer qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Mais sa fierté blessée la poussa à menacer Kuya. S'il insistait pour mettre fin à leur relation, elle demanderait à son frère de détruire son entreprise. Cela ne fit que débarrasser Kuya de tout remords résiduel, ne lui laissant que du dégoût. Son état désordonné fut observé par Akemi, qui se trouvait à proximité. Le frisson de la vengeance était enivrant, mais elle ignorait encore que Michio avait obtenu les résultats du test de paternité. Depuis ses retrouvailles avec Akemi, Chihiro avait attiré son attention. Il s'était discrètement procuré des échantillons de cheveux de Chihiro, avant qu'il n'ait pu savourer cette découverte. Des photos d'Akemi entrant dans une chambre d'hôtel avec Kuya firent surface. Une vague de fureur le submergea. Il raccrocha même au nez de sa sœur qui l'appelait. Désespéré, il ne pouvait accepter la trahison d'Akemi. Après tout, il l'avait aimée si profondément. Pendant ce temps, Tomomi se préparait à déclarer la guerre à Akemi. Tout d'abord, elle utilisa ses stratagèmes pour dépouiller Banri de tout ce qu'il possédait. Puis elle apparut, lui offrant son aide. Tenté par l'argent, Banri décida finalement de se soumettre au contrôle de Tomomi. Voyant Banri revenir à ses côtés, elle se rendit immédiatement à la boutique de fleurs d'Akemi. Tomomi informa Akemi que Banri travaillerait désormais dans un club privé exclusif. Là-bas, Akemi n'aurait plus aucune occasion d'interagir avec Banri. Elle lui remit ensuite un pourboire, humiliant Akemi en la traitant de pauvre sans le sou. Bien qu'Akemi semblait furieuse en apparence, elle était en réalité ravie intérieurement. Elle n'avait pas prévu que Tomomi tomberait directement dans le piège qu'elle lui avait tendu. Akiko noyait son chagrin dans l'alcool tous les jours depuis leur rupture. Autrefois, elle convoitait simplement les origines familiales de Kuya. Maintenant, elle réalisait que son cœur avait été volé depuis longtemps. Alors qu'elle s'apprêtait à lui envoyer un SMS pour le reconquérir, elle aperçut un message. Cela l'amena à découvrir quelque chose d'intrigant. Pendant ce temps, Tomomi et Banri dînaient dans un restaurant. Banri se mit soudain à s'intéresser à Michio, voulant savoir pourquoi Tomomi l'avait épousé. Tomomi lui répondit que c'était à cause des yeux de Michio. Les yeux de Michio ne laissaient jamais transparaître le moindre sourire. Paradoxalement, cela avait éveillé son instinct protecteur. Pourtant, pendant toutes ces années, elle n'avait pas réussi à faire sortir Michio de sa coquille. Elle se sentait complètement épuisée. Heureusement, Banri était venu. Alors que Tomomi parlait de leur profonde connexion, une lueur d'émotion s'éveilla en elle. Mais au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, le bruit d'un déclencheur d'appareil photo retentit. Personne ne remarqua Akemi qui se cachait derrière l'aquarium. Elle avait suivi le couple depuis le début. En les voyant entrer dans le restaurant pour couple, elle envoya immédiatement un message à Akiko via les réseaux sociaux, accusant Tomomi d'infidélité. Elle savait qu'Akiko avait désespérément besoin d'un exutoire pour sa frustration. La scène devant elle la remplissait de satisfaction. Les choses avançaient également bien avec Kazuya, bien que la mère de Michio ait d'abord soupçonné des arrière-pensées.
Une confession sincère finit par convaincre cette femme célibataire de longue date. Tout s'était déroulé exactement comme prévu par Akemi. Ce moment marquait le début officiel de sa vengeance minutieusement préparée. Akemi était enfin prête à frapper sa belle-mère malveillante. L'idée que son propre foie se trouvait désormais dans le corps de cette femme donnait envie à Akemi de l'arracher et de brûler le cadavre immédiatement. Mais alors qu'elle était sur le point de réussir, Kazuya intervint. Tout cet incident n'était qu'un stratagème conçu par le couple pour attirer la mère de Nishio dans leur piège. Il n'y a pas longtemps, Kazuya avait réussi à attirer son attention. Il avait ensuite délibérément embrassé d'autres femmes devant elle. Ce contraste saisissant l'avait immédiatement mise mal à l'aise. Mais cela n'avait pas suffi à la convaincre. Ils avaient donc mis en scène un sauvetage héroïque, réussissant à l'attirer dans ses bras. Elle n'avait même pas répondu à l'appel de son fils. Nishio était assis à la table à manger, écoutant la tonalité occupée de son téléphone. Il se souvint immédiatement de ses souvenirs douloureux. Maman partait souvent avec différents hommes, s'enfermant dans la maison. Ses dîners se composaient toujours de pain froid. Il avait pensé que le fait de grandir garderait maman attachée à lui. Maintenant, il découvrait qu'elle n'avait toujours pas changé. Nishio savait qu'Akemi était derrière tout cela. Son informateur l'avait depuis longtemps mis au courant de leur plan. Tenant les résultats du test de paternité, il était déterminé à arracher l'enfant à Akemi. Pendant ce temps, Tomomi était dans un état pitoyable. Depuis qu'Akiko avait découvert sa liaison, elle était bombardée quotidiennement de demandes d'argent. Au début, elle avait pensé qu'une somme forfaitaire réglerait le problème. Elle ne se doutait pas qu'Akiko l'avait considérée comme une vache à lait. Pour évacuer sa colère envers son frère et noyer son chagrin après l'abandon de son fiancé, Akiko passait ses journées à faire des folies dans les boutiques de luxe. Tomomi emmena Banri à l'hôtel, dans l'espoir d'évacuer la frustration accumulée ces derniers jours. Mais Akiko a rappelé pour demander plus d'argent, craignant que Nishio ne la prenne. Elle a immédiatement accepté. Mais Banri aussi avait refoulé ses émotions pendant des jours. Il n'était pas prêt à laisser Tomomi partir aussi facilement. Au lieu de cela, elle l'a poussé au sol. Akiko est rentrée chez elle chargée de ses achats, pour se heurter aux remarques cinglantes de sa mère. « Tu t'es déjà trouvé une autre proie ?» a-t-elle raillé. « Ne le laisse pas t'échapper comme Kuya. » La bonne humeur d'Akiko s'évanouit instantanément. Furieuse, elle jeta ses nouveaux achats par terre, refusant de supporter seule cette douleur. Elle organisa une nouvelle rencontre avec Tomomi. Cette fois-ci, cependant, Tomomi était préparée pour échapper à l'emprise d'Akiko. Elle avait déjà rompu avec Banri. Son objectif cette fois-ci était de tirer un trait définitif sur leur relation. Voyant les preuves éliminées, la colère que Tomomi avait réprimée éclata. Elle se moqua d'Akiko sans égard pour son statut, la traitant d'enfant sans père, qui ne pouvait qu'appeler son frère à l'aide chaque fois qu'un problème survenait. Une telle incompétence méritait d'être rejetée. Akiko devint complètement folle, saisit un verre d'eau et le lança sur Tomomi. Puis elles commencèrent à se battre. Akemi fut témoin de leur spectacle honteux. Elle avait surveillé le duo ces derniers jours, sans jamais imaginer qu'il se révélerait plus divertissant qu'elle ne l'avait prévu. Sans son intervention, la situation avait dégénéré jusqu'à ce point. Akemi ressentit une joie sans précédent à ce moment-là. Sous sa manipulation secrète, Banri publia la vidéo de Tomomi en ligne. En représailles à sa cruauté, la nature explosive de la vidéo attira rapidement l'attention massive du public en ligne. Certains allèrent même jusqu'à déterrer les informations personnelles de Tomomi. À partir de là, la nouvelle de la liaison de Tomomi se répandit comme une traînée de poudre. La mère et la sœur de Nishio ont également vu la vidéo. Akemi, observant son œuvre, a savouré un sentiment de satisfaction sans précédent. Le gérant du magasin, témoin de l'état dérangé d'Akemi, n'a finalement pas supporté de la voir s'enfoncer davantage dans la boue. Il a demandé au propriétaire de sortir Akemi de cette situation. Quant à Tomomi, sa réputation a été complètement ruinée par cet incident. Elle a pris l'initiative de tout avouer à son mari. Nishio, cependant, est resté impassible, lui suggérant simplement de s'enfuir en Amérique pendant un certain temps. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit que Nishio ne l'avait jamais vraiment aimé. En regardant Tomomi signer les papiers du divorce, Nishio vit son plan, mûri de longue date, enfin aboutir. Il réussit à acquérir la moitié des parts de Tomomi dans l'entreprise. Il n'avait en effet jamais éprouvé la moindre affection pour Tomomi. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'Akemi qu'il rencontra la première femme qu'il aimait vraiment. Au départ, c'était peut-être uniquement pour le foie d'Akemi, mais au fil de leurs fréquents contacts, l'innocence et la gentillesse d'Akemi touchèrent peu à peu son cœur. C'était un sentiment qu'il avait longtemps recherché, mais qu'il n'avait jamais trouvé chez sa mère. Pourtant, pour la santé de sa mère et le pouvoir qu'il avait acquis de haute lutte, Akemi devint le sacrifice. Sa prochaine tâche consistait à faire reculer Kuya. Kuya n'avait pas revu Akemi depuis leur rencontre d'une nuit. Son téléphone restait inaccessible, le laissant noyer son chagrin dans l'alcool. Soudain, des pas résonnèrent derrière lui. Il pensait qu'Akemi était venu le chercher, mais c'était un homme. Alors qu'il était sur le point de perdre courage, l'inconnu prit la parole. Akemi apprit bientôt le divorce de Nishio. Kazuya avait réussi à transformer la mère de Nishio en une idiote éperdument amoureuse. Comme prévu, sa prochaine étape était de l'épouser, pour libérer Akemi de sa quête de vengeance. Le commerçant prévoyait de faire passer du temps à Akemi avec l'enfant, puis faire entrer discrètement le propriétaire dans la vie d'Akemi. Ayant perdu sa propre fille de manière inattendue, elle considérait depuis longtemps Akemi comme sa propre enfant. Elle ne supportait pas de la voir vivre uniquement pour se venger. Mais Akemi venait à peine de partir lorsque Nishio arriva en voiture. Le propriétaire avait finalement réagi trop tard. Voyant Akemi monter dans le véhicule de Nishio, il ne put que courir après la voiture, impuissant et frustré. Akemi ne comprenait pas pourquoi Nishio la cherchait, mais pour le bien de l'enfant, elle n'avait d'autre choix que de le suivre. Après avoir mangé et bu à leur faim,
L'enfant eut besoin d'aller aux toilettes. Michio demanda délibérément au serveur d'emmener l'enfant. Il avait toujours été au courant du plan de vengeance d'Akemi. Pour lui, ce n'était qu'un jeu, et le fait que Banri ait publié la vidéo en ligne lui avait même permis d'obtenir des parts dans le groupe LK. Akemi n'aurait jamais imaginé que sa vengeance servirait finalement les intérêts de Michio. La raison pour laquelle Michio avait pris le foie d'Akemi fut enfin révélée. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une personne puisse avoir une personnalité aussi tordue. Après la mort accidentelle de son père, la mère de Michio s'était prostituée pour subvenir aux besoins de la famille. Elle enfermait donc souvent le jeune Michio seul à la maison. Au fil du temps, cela avait fait naître en lui un intense complexe d'Édipe. Ce n'est qu'après avoir confirmé sa relation avec Tomomi que le démon caché dans son corps s'était pleinement réveillé. Lorsque sa mère et sa sœur découvrirent que Tomomi était la fille bien-aimée de l'héritier du groupe LK, l'idée que l'épouser signifierait échapper à cette misérable cabane de 20 mètres carrés leur a immédiatement fait porter un nouveau regard respectueux sur Michio. C'est précisément ce regard admiratif qui a permis à Michio de goûter pour la première fois au pouvoir de l'argent. Pour répondre aux attentes de sa mère, Tomomi est rapidement tombée enceinte. Mais alors qu'il s'apprêtait à se marier, la mère de Michio a été transportée d'urgence à l'hôpital pour une insuffisance hépatique aiguë. Le diagnostic s'accompagnait d'un avis d'état critique. Sans une greffe du foie rapide, sa mère n'avait plus que 3 mois à vivre. Mais ni l'un ni l'autre des enfants ne remplissait les critères pour une greffe. Après avoir enfin réussi à attirer l'attention de sa mère, Michio était complètement désespéré. C'est alors qu'il rencontra Akemi. Pour la première fois, Michio rencontrait une fille à la personnalité altruiste. Elle exerçait sur lui une puissante attraction. Il devint rapidement un habitué du bar, attendant avec impatience la prochaine apparition d'Akemi. Il ne s'attendait toutefois pas à ce qu'Akemi soit également issu d'une famille monoparentale. Cette structure familiale commune a renforcé son affection, et l'a incité à chercher à mieux la comprendre. Apprenant qu'Akemi avait abandonné l'université après le lycée, pour s'occuper de sa mère alitée de façon chronique, il a supposé qu'elle partageait son existence douloureuse. Mais la réalité s'est avérée tout autre. La mère d'Akemi lui prodiguait une affection inébranlable, lui donnant la force d'embrasser la vie. Ce contraste saisissant entre leurs situations respectives a alimenté le ressentiment de Michio. Il refusait de croire qu'une famille monoparentale puisse trouver le bonheur. Il a donc décidé de dévoiler la fausse façade d'Akemi. À sa grande surprise, toute la famille d'Akemi était compatible avec le foie de sa mère pour la transplantation. Mais plutôt que le corps épuisé de sa mère, il convoitait le foie sain d'Akemi elle-même. Il lui a rapidement demandé sa main, bien que Tomomi ait trouvé cela inacceptable lorsqu'elle l'a appris. Comment une femme enceinte pouvait-elle entraver ses plans ? Promettant de divorcer d'Akemi une fois qu'il aurait obtenu le foie, Tomomi a finalement accepté. Pour s'assurer le don volontaire du foie d'Akemi, il a mis en place un stratagème avec sa sœur. Akemi, au grand cœur, est tombé dans le piège. Comme prévu, pour éviter toute complication future, il a enregistré le consentement d'Akemi au don. En apprenant que Michio avait trouvé un donneur de foie, sa mère l'embrassa joyeusement. Cela procura à Michio un sentiment de satisfaction indescriptible. Pourtant, il n'aurait jamais imaginé qu'Akemi, sur le point d'être trompée pour donner son foie, puisse encore paraître aussi heureuse. C'était tout à fait insupportable pour Michio. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que 5 ans plus tard, Akemi s'accrochait encore à l'illusion que tout cela n'était qu'un malentendu. Une telle naïveté l'amusait. Pour détruire Akemi, il lui fit écouter l'enregistrement datant de plusieurs années. Par la suite, il fit en sorte que quelqu'un surveille les faits et gestes d'Akemi. Au départ, il souhaitait simplement observer sa réaction lorsqu'elle apprendrait la vérité. Mais il ne s'attendait pas à découvrir des photos d'elle avec Kuya. Cette vision le mit instantanément en ébullition. Après son divorce avec Tomomi, il se précipita pour retrouver Akemi et lui demanda à nouveau sa main. Si elle osait refuser, il la menaça de lui enlever son fils, tout comme il lui avait pris son foie. Le propriétaire découvrit les œuvres de Chihiro lors d'une exposition pour enfants. En voyant son propre portrait représenté là, il fut pris d'un frisson. Il soupçonna Michio d'utiliser Chihiro pour faire chanter Akemi. Il décida d'affronter Michio de front, pour contraindre Akemi à se marier. Michio déclara sans détour qu'il savait que Chihiro était son enfant. Cependant, il ne formula aucune exigence déraisonnable, mais exhorta plutôt Akemi à considérer l'avenir de l'enfant du point de vue d'une mère. Grâce à sa fortune et à ses relations, il pouvait offrir à Chihiro bien plus d'opportunités. Dès son plus jeune âge, la mère de Michio ramenait souvent à la maison des hommes inconnus. Poussé par le désir de comprendre pourquoi elle agissait ainsi, il devint le diplômé en psychologie le plus brillant de l'université de Tokyo. Il savait donc précisément quelle faiblesse une mère pouvait avoir. De plus, emmener Akemi dans ce restaurant coûteux avait pour but de faire goûter à Chihiro les saveurs de la richesse. Comme prévu, après cela, Chihiro réclama sans cesse de manger dans ce restaurant. Mais les revenus d'Akemi ne lui permettaient pas de payer de tels prix. C'est ainsi qu'elle s'est mise en colère contre Chihiro pour la première fois. Mais les paroles de Michio résonnaient comme un cauchemar dans son esprit. Akemi s'est confiée au directeur du restaurant, espérant qu'il pourrait la conseiller sur la bonne conduite à tenir. Elle a commencé à se demander si elle était vraiment capable de rester la mère de Chihiro. Le directeur, conscient que Michio n'était pas un homme bien, a exhorté Akemi à rester ferme dans son choix initial. Le propriétaire a supposé que Michio utilisait l'enfant pour faire pression sur Akemi. Il a cessé de cacher son identité d'héritier d'un conglomérat et a approché Michio sous le prétexte de négociations commerciales. Il a exigé que Michio cesse de s'immiscer dans la vie d'Akemi. Ce soir-là, Michio a fait appel à un détective privé, lui demandant de séparer rapidement Kuya et Akemi. Au lieu de cela,
il a découvert des photos de sa mère avec Kazuya. Pour permettre à Akemi d'élever mieux l'enfant, Kazuya utilisa le prétexte de créer une entreprise pour escroquer 20 millions de yens à la mère de Nishio. Il avait l'intention de feindre le refus. Mais les paroles de la mère de Nishio éveillèrent sa pitié pour Nishio. Il transmit alors cette information à Akemi. C'était la première fois qu'Akemi ne ressentait aucune joie devant le succès de sa vengeance. Le propriétaire arriva à ce moment-là. Il avait déjà été informé de la situation d'Akemi par le gérant du magasin. Il ne pouvait donc pas laisser Akemi être à nouveau victime des manigances de Nishio. Il révéla sa rencontre avec Nishio. Il pensait que Nishio n'avait montré aucun remords pour ses erreurs passées. Il ne souhaitait pas qu'Akemi ait encore affaire à un tel homme. Akemi ne voulait pas non plus qu'il soit entraîné dans le tourbillon entre elle et Nishio. Comme Chihiro rentrait de l'école, ils durent mettre fin à la conversation. Pendant ce temps, Kuya apprit par le détective privé qu'Akemi l'avait utilisé comme un outil pour assouvir sa vengeance. Il chercha Akemi pour la confronter à ce sujet. Mais avant qu'il n'ait pu parler, Akemi l'interrompit. Leur conversation fut entendue par Akiko, qui suivait Kuya. Elle comprit que le changement d'attitude de Kuya était entièrement dû à Akemi. Elle décida de faire payer Akemi pour cela. Akemi déclara: « Tu récoltes maintenant ce que tu as semé. » Akiko perdit complètement son sang-froid en entendant cela. Au moment critique, le propriétaire protégea Akemi. Il fut hospitalisé pour une blessure à la tête. En voyant l'homme qu'elle aimait allongé dans un lit d'hôpital, Akemi commença à douter pour la première fois de sa propre vengeance. Depuis le début de la vengeance, toutes les personnes qui lui étaient chères avaient inévitablement été prises dans la tourmente. Sur le chemin du retour, Akemi reçut soudainement un SMS du vieil homme. Il avait réussi à escroquer 20 millions de yens à la mère de Nishio. Il ne restait plus qu'une dernière étape dans leur plan de vengeance. Mais Akemi craignait que le vieil homme ne subisse également un malheur à cause d'elle. Cette vengeance lui semblait tout à fait absurde. Les paroles de Nishio résonnaient sans cesse dans ses oreilles. Elle réalisa qu'elle était devenue exactement ce contre quoi Nishio l'avait mise en garde. Même si elle avait volé l'amant de Tomomi, séduit le fiancé d'Akiko, et utilisé le vieil homme pour obtenir la somme colossale de 20 millions de yens, elle avait également privé d'autres personnes de leur bonheur. L'activité du fleuriste avait chuté à cause d'elle. Le propriétaire avait été hospitalisé à cause des blessures qu'elle lui avait infligées. Même Chihiro avait été privé de la chance de retrouver son père, alors qu'elle se noyait dans le remords et le désespoir. Le gérant du magasin l'appela soudainement. Il s'avéra que pendant qu'Akemi était à l'hôpital, Nishio était venu avec l'argent, officiellement pour présenter ses condoléances au propriétaire, mais en réalité pour pousser Akemi à prendre une décision. La commerçante avait dit à Akemi que les liens du sang n'étaient pas tout dans la vie, et qu'être avec quelqu'un comme Nishio avait été une erreur dès le début. Pour remonter le moral d'Akemi, elle lui avait parlé de sa propre fille décédée. À l'époque, comme Akemi, elle avait élevé sa fille seule. Après avoir lutté pour l'élever, elle avait perdu la vie dans un accident. Lorsqu'elle avait rencontré Akemi pour la première fois, elle avait vu en elle le reflet de sa propre fille. C'est pourquoi elle l'avait gentiment accueillie chez elle. Au fil des 5 années qui avaient suivi, elle en était venue à considérer Akemi comme sa propre fille. Elle espérait donc qu'Akemi puisse tout laisser derrière elle et prendre un nouveau départ. Les paroles de la commerçante avaient permis à Akemi de se redécouvrir. Elle avait apporté un tournesol à l'hôpital pour exprimer ses sentiments à l'homme qui la chérissait. Elle s'était ensuite rendue dans l'entreprise de Nishio et avait calmement refusé sa demande en mariage. La position d'Akemi laissa Nishio abattu. Il ne s'était pas attendu à ce qu'elle lui échappe. Plus tard, Akemi alla voir Kuya pour lui présenter ses excuses. Elle lui avoua que c'était elle qui avait ruiné sa vie. Par la suite, un détective privé raconta tout le passé d'Akemi à Kuya. Ce n'est qu'alors qu'il comprit que tout avait été orchestré pour se venger de Nishio. Une fois cela accompli, Akemi ressentit soudainement un sentiment de libération sans précédent. En regardant son fils doux et obéissant, Akemi savourait cette nouvelle vie. Le propriétaire apprit également la transformation d'Akemi par le gérant du magasin. Tous deux étaient ravis. Leurs inquiétudes persistantes au sujet d'Akemi s'étant complètement dissipées. Mais cette tranquillité s'avéra éphémère. Akemi reçut un appel soudain d'un numéro inconnu, pour découvrir que Nishio avait emmené son fils. En apprenant la nouvelle, le propriétaire se précipita, déterminé à récupérer Chihiro avec elle. À leur arrivée, Nishio n'opposa aucune résistance. Akemi n'aurait jamais pu imaginer que Chihiro deviendrait la clé pour briser les défenses émotionnelles de Nishio. En regardant son fils innocent et insouciant, Nishio ressentit une douleur indescriptible. Il était resté assis là tout ce temps, jusqu'à ce que l'appel de sa mère lui fasse comprendre que c'était elle qui avait ruiné sa vie. À ce moment précis, la haine commença à grandir en lui. Il s'avéra que Kazuya avait complètement disparu après lui avoir soutiré son argent. C'est pourquoi elle n'avait d'autre choix que d'appeler Nishio, dans l'espoir qu'il l'aide à le retrouver. Même maintenant, elle croyait encore que Kazuya l'aimait vraiment. Nishio savait depuis le début que tout cela n'était qu'une imposture. Il n'avait donc aucune intention de s'impliquer. Rien n'importait plus à présent que de retrouver son propre bonheur. Mais sa mère le retrouva rapidement et lui demanda pourquoi il n'avait pas répondu à ses appels. Puis sa sœur eut un accident. Nishio se précipita à l'hôpital. Mais sa mère, qui donnait la priorité à un homme, lui barra le chemin. Elle insista pour que Nishio trouve la personne responsable. Nishio se souvint des actes malveillants que sa mère avait commis des années auparavant. La haine qui l'habitait ne pouvait plus être dissimulée. Furieux, il déclara qu'il ne voulait plus être son fils. Kuya regarda sa mère s'effondrer au sol et rit de joie. À ce moment-là, il se sentit libéré. Akiko fut transportée d'urgence à l'hôpital. Elle jura de récupérer Kuya. Elle alla même jusqu'à préparer les biscuits en forme d'insectes qu'elle détestait le plus. Mais Kuya, désormais conscient des crimes commis par la famille de Nishio, ne pouvait plus jamais renouer avec elle. Par la suite,
Kuya récupéra des preuves de la corruption de Michio et les remit à Akemi, dans l'espoir que ces éléments aideraient Akemi à obtenir justice. Même si elle savait qu'Akemi et tout ce qui les liait n'existait que pour se venger, elle restait reconnaissante pour tout ce qu'ils avaient enduré ensemble. Mais Michio fut témoin de cette scène. Ces derniers jours, Michio continuait d'apparaître près du magasin de fleurs. Akemi comprit que si Michio n'était pas traité de manière décisive, Chihiro risquait fort de lui être enlevé. Elle se prépara donc à utiliser le contenu de la clé USB pour envoyer Michio en prison, afin de protéger Akemi et l'enfant. Le propriétaire avait également élu domicile ici temporairement. Les deux ouvrirent immédiatement les fichiers et découvrirent qu'il s'agissait de registres détaillés des pots de vin versés par Michio à des ministres du gouvernement. Le propriétaire savait que ces preuves pouvaient effectivement ruiner Michio pour de bon. Cependant, compte tenu de l'implication du ministre, il craignait qu'Akemi ne subisse des représailles. Il exhorta Akemi à renoncer à sa quête de vengeance. Mais cette fois-ci, la détermination d'Akemi était inébranlable. Elle était déterminée à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Michio, cependant, n'allait pas rester les bras croisés. Il fit de nouveau appel au détective privé, dans l'espoir qu'il l'aiderait à récupérer la clé USB des mains d'Akemi.